Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, vous êtes les bienvenus lors de la deuxième séance de notre conférence et nous allons parler des traditions historiques des manuscrits qui sont écrits en lettres arabes en Afrique. J'ai le plaisir et l'honneur de saluer toutes les panélistes et, et si notre modératrice euh, euh, Marie-Hélène Rosso, et c'est elle qui va modérer cette séance et elle est en fait professeure à Hamburg en Allemagne et aussi elle est responsable de l'archivage et de la restauration des manuscrits et elle travaille aussi au Mali au centre des manuscrits et de même et elle travaille auprès de Sejourn en Minnesota. Elle a étudié la sauvegarde et la préservation des manuscrits maliens depuis l'année 2015 et elle possède une vaste expérience dans le domaine de la préservation et aussi sur le niveau national et international. Et aussi, elle travaille dans le domaine de la conservation et la gestion des collections des monuments. Elle a été responsable de la description codicologique et du programme de préservation de la collection de manuscrits islamiques de l'Université du Turin. Elle a participé au projet international de sauvegarde des manuscrits mauritaniens. C'était entre 2008 et 2009. Elle a aussi participé à donner des cours, des exposés au sein de cursus universitaires, ainsi que des conférences internationales. Elle a publié de nombreux articles dans des revues nationales et internationales, des livres et des actes de colloques. Donc, je vous êtes la bienvenue, docteur Amalia Rosso, et maintenant, je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse modérer notre deuxième séance et dans laquelle nous allons voir notre première session en tout ce qui concerne les traditions qui sont en relation avec les manuscrits en lettres arabes en Afrique. Je vous remercie, Monsieur Medhat, pour cette introduction. En fait, je vous remercie for moderating this session. Je sois la modératrice de cette séance. Donc, le panel de cette séance, c'est la deuxième séance que je vais modérer et elle va parler des manuscrits arabes dans l'Afrique du Nord. Nous avons 3 présentations. Je voudrais passer directement à nos intervenants. Bien sûr, après avoir souhaité la bienvenue à toutes les personnes qui participent à cette séance, s'il vous plaît, aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Anne-Catherine Beng. Elle est professeure d'histoire au département d'archéologie, d'histoire, d'études culturelles et de religion à l'Université de Bergen au Norvège. Elle travaille dans le domaine de l'histoire islamique de l'océan Indien occidental au cours des 19e et 20e siècles, y compris le Yémen, l'Oman, le Kenya et la Tanzanie et le Mozambique. Ces travaux se sont principalement concentrés sur diverses formes de changements religieux, mais aussi sur le changement social, juridique et politique. Ces travaux ont été principalement basés sur des sources arabes combinées avec des travaux sur le terrain. Elle a aussi mené des projets de numérisation et de conservation de manuscrits et de textes appartenant à des particuliers et menacés de dégradation de l'environnement, tels que les manuscrits de la mosquée Rieda à Lamu au Kenya. Ce projet le titre de sa présentation
et la traduction historique des manuscrits en caractère arabe en Afrique de l'Est et aussi de l'Ouest. Je vais partager mon écran tout d'abord et je vous remercie beaucoup pour la présentation que vous avez faite. Vous pouvez voir maintenant mon écran. Je vous remercie beaucoup, donc Maria Rousseau, pour cette invitation et je vous remercie aussi je remercie aussi les organisateurs pour nous avoir réunis aujourd'hui dans cette conférence très importante. Même avec cette pandémie, aujourd'hui, je vais diriger et remercier Dalia et l'équipe pour nous avoir réunis aujourd'hui et pour nous avoir mis toujours au courant. Bien sûr, ça serait plus ravissant de vous rencontrer tous dans la bibliothèque Alexandrina, mais aujourd'hui, nous sommes obligés de nous rencontrer à distance. Donc, ma présentation concerne les traditions historiques des manuscrits islamiques ou bien arabes en Afrique de l'Est. Donc, cette région comporte le Kenya, la Tanzanie, la Mozambique, les îles Comores et des parties de Madagascar. Donc, je vais me limiter de parler des collections qui se trouvent au Kenya et en Tanzanie. Mais vous devez aussi avoir en tête que le nord de la Mozambique et les îles Comores ont une tradition forte de copier les manuscrits arabes. Et aussi, ça s'applique au Madagascar et connu pour l'écriture sourabée. Donc, dans les 20 minutes de ma présentation, de mon intervention, je vais essayer de faire deux choses. Je vais partager quelques résultats basés sur mes recherches récentes et les recherches d'autres personnes. Et je vais essayer de faire des comparaisons avec les autres traditions qui se trouvent en dehors de l'Afrique. Deuxièmement, je vais essayer d'indiquer quelques pistes de recherche pour le futur. Donc, mon arrière-fond est un arrière-fond d'histoire concernant la région de l'océan Indien. Donc, bien sûr, voudrais mettre en relief le côté humain. Quelques personnes ne sont pas focalisées sur la paléographie et la codicologie. Donc, bien sûr, je ne dis pas que ces facteurs ne sont pas utilisés dans l'étude des manuscrits islamiques. Bien sûr, ce n'est pas mon domaine de spécialité, comme j'ai déjà mentionné, mais je vais mettre en relief aussi que je vais parler uniquement des textes arabes uniquement. Même si je vais passer en revue quelques facteurs ou bien quelques éléments en Swahili ou bien Ajami. Donc, l'observation la plus importante concernant le corpus de la tradition des manuscrits islamiques en Afrique de l'Est, c'est qu'il est très récent. Le climat de l'Est de l'Afrique n'est pas très coopératif pour ce qui est du partage des manuscrits. Ça remonte seulement au XXe siècle, qui ont été copiés sur plusieurs types de supports. Bien sûr, que ce soit avec des stylos habiles, et cela dans la côte de l'Est de l'Afrique. Et bien sûr, ça correspond
au début de l'utilisation de l'imprimerie dans cette zone géographique. Une des caractéristiques très importantes, c'est la focalisation sur les textes arabes pour ce qui est de l'administration et dans les sociétés de l'enseignement. Cela veut dire que la transmission au patrimoine imprimé était graduelle, mais la détérioration des manuscrits anciens était très rapide, ce qui veut dire que les manuscrits écrits en lettres ou bien en caractère arabe remontent à la période entre les années 1850 et 1940, comme vous voyez devant vous. Les manuscrits qui se trouvent à votre gauche se trouvent dans la mosquée de Riyad et datent de 1162 de l'Hégire. Et je peux ajouter aussi que cette photo représente les difficultés de numérisation parce que les filigranes qui peuvent refléter l'époque de ce manuscrit ne peut pas être récupéré. Le manuscrit remonte au XVIIe siècle et il se trouve dans l'archive nationale, mais il n'est plus disponible maintenant. À votre droite, vous pouvez voir une copie de Maulid Miraj écrit en 1957. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les manuscrits n'existaient pas auparavant ou bien avant cette date, avant la date de 1850, mais cela veut dire que la détérioration environnementale et leur effet sur les manuscrits, avec aussi les troubles politiques, comme la révolution en Zanzibar en 1940, avait un effet négatif sur les manuscrits et leur conservation. Donc, vous connaissez bien sûr les circonstances à l'ouest de l'Afrique, à Timbuktu et dans d'autres aussi zones géographiques de ce continent. Voilà les caractéristiques essentielles des manuscrits arabes dans l'est de l'Afrique. C'est ce que nous appelons le réseau de l'océan Indien qui a rapport avec l'Arabie saoudite, mais aussi le sud de l'Asie, le sud-est de l'Asie. Il y a les propriétaires, les traducteurs, les vendeurs, les acheteurs, les copistes, les imprimeurs. Donc, de point de vue général, c'est une chaîne de textes pour la transmission des textes d'une zone géographique à l'autre. Et de même, la transmission des photos, des images et d'autres supports. Voilà, Anna Ricci a étudié cela dans un ouvrage publié en 2011. En fait, il y a d'autres chercheurs qui ont discuté des litanies et soufis, des textes de dévotion, du monothéisme, aussi des textes de soufis et la loi islamique. Donc, dans cette zone, la langue arabe n'était pas la langue connue ou bien utilisée, ou bien la langue commune. Mais nous pouvons faire une autre comparaison avec l'ouest de l'Afrique. Nous pouvons, d'une manière limitée, il y a les fonds qui se trouvent à l'Institut des archives et des records au Zanzibar.
C'est le fonds le plus énorme, mais bien sûr, les manuscrits restent restreints dans ces archives. Nous avons aussi à peu près 170 manuscrits. Nous avons aussi les fonds du Musée national au Kenya, qui ont aussi des manuscrits, un nombre limité de manuscrits. Nous avons aussi quelques manuscrits dans les îles Comores, dans le Centre national de recherche. Il y a aussi quelques bibliothèques qui ont des manuscrits en Europe et en Amérique du Nord, par exemple à l'Université de Yale et d'autres bibliothèques, mais ce sont aussi des fonds très limités. Il y a deux collections numérisées, comme vous voyez devant vous, qui concernent les fonds de l'Afrique de l'Ouest. Il y a quelques manuscrits au Najami et dans la langue swahili. Je vais présenter brièvement quelques constituants de ces fonds. Vous avez la mosquée de Riyad qui a été ces manuscrits ont été découverts en 1900 et se trouvent à Zanzibar. Il y a aussi les fonds de Zanzibar qui sont complètement différents. Les premiers concernent des manuscrits administratifs où nous voyons les effets des matériaux de l'enseignement à Riyad. Et à cette époque, jusqu'à 1993, ces fonds se trouvaient au Kenya. La forme numérisée de ce manuscrit, voilà, vous voyez à peu près 145 manuscrits. Mais l'enseignant ou bien le Mouallim Mahmoud Idriss, ce sont les fonds ou bien la propriété d'une personne. Ce sont des livres imprimés dans l'ère de la première imprimerie ou bien dans la première ère de l'imprimerie. Quelques manuscrits remontent au XXe siècle. En ce qui concerne le contenu des manuscrits, quelques manuscrits concernent les voies soufis, les textes de dévotion, par exemple en Malaisie, en Indonésie, au Mali, et quelques textes des textes de dévotion. Ce sont des textes de dévotion, ou bien des litanies soufis, ou bien ce sont des textes magiques, ou bien religieux aussi. Quelques manuscrits se trouvaient à partir des peuples où la langue arabe n'était pas la langue de communication. Quelques manuscrits concernent la loi et ce ne sont pas une des caractéristiques des peuples qui voyageaient tout le temps ou bien qui se déplaçaient tout le temps. Il y a aussi la généalogie qui faisait partie de l'enseignement sunnite ou bien chafiite. Je ne vais pas parler de chacun de ces groupes, mais je mentionne uniquement quelques modèles ou quelques exemples. Il y avait aussi quelques textes de dévotion qui concernaient les pratiques des soufis, des voies soufis, ou bien de la confrérie soufie qui se trouvait aussi avec les alaouites, les chaféites, la Qadiriya qui sont répandus dans l'est de l'Afrique. Ces textes se trouvent devant vous, Maoulid Mazanji, et les supplications pour le peuple de Babel. Je vais
m'arrêter sur les textes qui concernent la langue pour vous montrer un dictionnaire swahili arabe écrit par Abdelaziz El-Amawi vers les fins des années 1890. Il y a de même un manuel pour l'enseignement de l'arabe écrit en arabe pour Mouhyiddin Al-Qahtani, écrit en 1845 et mentionne l'importance de la langue arabe et les modes différents utilisés pour enseigner l'arabe et pour la création de matériaux éducatifs en langue arabe pour leurs étudiants. Par exemple, Al-Fayet ibn Malik et les commentaires, nous en trouvons plusieurs copies. Je passe maintenant à ce qui se trouve dans les manuscrits et la production des manuscrits et leur transmission et leur utilisation. Très brièvement, je vais vous donner quelques résultats. Voilà, c'est une vue d'ensemble qui concerne les copistes du groupe de Riyad. Vous voyez les noms de ces copistes dans le XXe siècle. Il y a eu une propagation de ces manuscrits. Vous voyez les noms écrits en rouge. Ce sont des personnes qui ont des sources alaouites. Et à l'ouest de l'Afrique, il y a des informations des propriétaires des manuscrits et c'est une source de l'histoire sociale et intellectuelle. C'est un exemple d'un manuscrit. Elle n'est pas archivée. Il n'est pas archivé au Kenya, à Jamasio au Kenya. Othman Ali ibn Othman a fait ce waqf Mouana Barka qui reflète le fait que ce manuscrit a une valeur importante. C'est pourquoi ça doit être considéré comme waqf. Quelques femmes faisaient aussi ce travail. Voilà. C'est un point qui m'intéresse beaucoup. La relation entre les manuscrits et les manuscrits imprimés. Voilà, c'est un manuscrit qui remonte à 1927, qui a un index, une table de matière où il y a le nom de l'éditeur. Et elle ne représente pas seulement une différence dans la manière d'écriture, mais c'est très important parce que ça reflète un point de transmission entre l'imprimerie et entre les copistes. Je vais essayer maintenant dans cette dernière partie de mon intervention ce que nous pouvons faire dans les recherches futures. J'ai mentionné la conservation des manuscrits. Comment nous pouvons, pendant cette période de transmission, et la transmission entre l'oral et l'écrit au sein de la région ou bien en dehors de la région, en ce qui concerne la transmission des textes et surtout les textes arabes, les petits textes, nous pouvons dire que cette adaptation ou bien cette transmission de textes et l'impression de ces textes peuvent passer par l'oral. Et ça peut être lu individuellement ou bien être lu en groupe. Plusieurs personnes ont parlé du mode d'étude des textes et comment nous étudions
un texte entre hommes et femmes ou bien avec les différentes générations. Je pense que ça serait une recherche intéressante à entreprendre dans le futur. Je pense que ces textes étaient très connus dans l'Afrique de l'Ouest et dans le sud-est de l'Asie. Ici, l'étude des manuscrits eux-mêmes, comme vous voyez devant vous, plusieurs recherches peuvent être faites et une conférence comme la conférence à laquelle nous assistons aujourd'hui peut avoir un motif pour ouvrir d'autres horizons concernant l'archivage et la conservation des manuscrits islamiques. Je voudrais aussi mentionner qu'il y a un point important que nous devons mettre en tête, que nous devons avoir en tête, ces textes sont des textes vivants. C'est une preuve du type de propriété qui se trouvait, ou bien des fonds qui se trouvaient dans l'Asie, ou bien le sud-est de l'Asie, et comment la transmission était faite oralement. Les recherches ou bien les pratiquants doivent accorder une grande importance et moi, je tâche à avoir des partenariats, pas seulement dans le domaine des recherches, mais aussi une coopération internationale et régionale pour conserver les manuscrits et les transmettre dans le contexte régional. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt. Donc, je vous remercie infiniment, Dr. Beng, pour votre vision en ce qui concerne les traditions historiques de l'Afrique de l'Est. Et maintenant, nous avons notre deuxième intervenant, c'est Dr. Carl Davila. Il est professeur associé au département d'histoire du College of Brockport, Université d'État de New York, aux États-Unis. Il est professeur associé d'histoire à the College of at Brockport. Alors, il a publié un grand nombre de recherches, y compris 2 livres qui va de la tradition andalouse marocaine Nouba. Alors, donc, il va parler maintenant de voilà, ça c'est l'intitulé de son intervention. Alors, donc, je vous remercie infiniment. Je tiens à vous remercier tous pour l'organisation de cette conférence. Ici, chez nous, aux États-Unis, et vraiment, nous avons un temps pluvial. Concernant ma session, c'est sur de nombreux manuscrits musicaux, musique, valeurs et matérialité au Maroc ancien. Alors, nous avons l'outil musical qui est utilisé par un nombre de personnes pendant ce temps-là. Donc, il s'agit d'un patrimoine qui est vraiment approfondi. Nous avons un grand nombre de musiques qui a été commencée en Andalousie et aussi il y a un grand nombre de mots qui ont été prononcés par ces instruments de musique et aussi via la poésie. Et maintenant, par exemple, au Maroc, surtout, par exemple, pendant les jours fériés, nous pouvons voir ce type-là d'instruments de musique. Et je pense que cet outil-là avait c'était un statut au Maroc. Et c'est devenu vraiment un outil qui est vraiment très important pour la musique. Nous avons plus de 30 manuscrits qui datent depuis 1700 et lors de cette présentation, alors je vais vous donner quelques preuves concernant la culture musicale pendant cette période.
Et donc, il s'agissait d'un phénomène qui était vraiment très intéressant en ce qui concerne ces manuscrits qui ont été rédigés par Mohammed al-Sami, qui a été décédé en 1938, mais quand même, nous accordons une très grande importance à l'instrument musical. Et il y avait des chansons qui ont été, il y avait des chansons qui ont été commencées d'une manière orale et après cela, nous les avons rédigées par écrit. Alors, en ce qui, bien sûr, les poèmes ne comprennent pas toutes les choses. Alors, nous avons des chansons, par exemple, Hanala, Hananana, La La La, que nous pouvons pas, par exemple, les chanter sans, par exemple, les avoir écoutés. Mais tout cela, ça, c'est une chose, c'est-à-dire c'est comme une aide pour notre mémoire et qui reflète à cette ère-là musicale. Et s'il s'agit bien sûr d'une certaine interférence avec le poème. Et donc, bien sûr, ça, c'est très important pour la musique parce que tout cela, c'est en relation avec les manuscrits dans notre présentation. Alors, donc, bien sûr, parmi les 30 manuscrits, donc, il y a bien sûr quelques valeurs qui sont connues sur le niveau social et que nous pouvons les répartir. Nous pouvons les répartir sous plusieurs points. Par exemple, il y avait tout ce qui a été utilisé de la part des musiciens, mais quand même, nous n'avons pas des manuscrits qui sont d'une bonne qualité ou bien d'une bonne qui ne sont pas écrites d'une manière appropriée, mais quand même, nous avons des manuscrits et qui sont considérés comme c'est-à-dire des bases pour la musique pendant cette période. Et aussi, nous avons d'autres manuscrits pour le premier point, pour le premier genre ou bien le deuxième genre. Et il y a quand même des facteurs ou bien des éléments qui sont de bonne qualité ou bien de qualité moins bonne. Donc, je vais vous parler de quelques éléments en ce qui concerne titres manuscrits et surtout, je vais vous parler de cela au Maroc, étant donné que cela, c'est vraiment très important et c'est vraiment et vraiment, c'était vraiment très important pour la poésie pendant ce temps-là. Et il y a quand même quelques produits pour ce type-là de manuscrits. Et maintenant, récemment, nous avons un grand nombre de manuscrits dans pas mal de centres d'archivage au Maroc. Et ce sont des preuves justifiées ou bien des pièces justificatives ou bien des preuves pour la sociologie et la musicologie. Alors, si jamais nous allons voir ces manuscrits. Alors, comme je viens de le mentionner, donc ces manuscrits ne sont pas en fait de très bonne qualité et aussi parfois l'écriture avec laquelle est écrite donc n'est pas vraiment très claire et en fait nous n'avons pas l'introduction qui peut introduire ce manuscrit ou peut nous donner une synthèse ou bien un bref résumé de ce qui est du contenu du manuscrit. Mais quand même, nous avons des preuves, par exemple, qui sont en couleur, qui concernent quelques parties parfois. euh, et cela, nous pouvons
Nous pouvons le voir dans quelques manuscrits au Maroc. En ce qui concerne ces manuscrits, donc, peut nous donner juste une idée sur ce qui s'était passé pendant ce temps-là. Donc, nous avons, par exemple, voilà, ça c'est nous pouvons voir les couleurs, donc les couleurs ne sont pas en très bonne qualité. Nous avons essayé d'imaginer vraiment, est-ce que ça c'était vraiment la couleur? Comme vous voyez, l'écriture n'est pas de très bonne qualité, mais c'est lisible quand même. Il y a quelques parties qui sont en bleu ou bien d'autres qui sont en rouge. Il y a quand même quelques vides que nous pouvons voir et quand même nous pouvons voir quelques numéros pour les pages. Et nous pouvons voir comme des rythmes comme ça pour chaque paragraphe. Cela veut dire donc que cela a été utilisé de la part des musiciens pour chanter ce type-là de musique et quand même nous pouvons voir quelques commentaires comme nous voyons. Alors cela donne une très grande importance à la poésie. Et donc, il s'agit en fait de chansons ou bien des récitations pour le prophète. Alors, nous avons copié ce paragraphe sur un nouveau type de feuille après cela. Après cela, nous pouvons voir ce paragraphe-là d'un centre qui se trouve à Casablanca. Et comme vous voyez, donc, vous pouvez voir que nous pouvons utiliser ce livre d'une manière qui est vraiment très pertinente. Nous pouvons voir que les lignes, chaque ligne, c'est-à-dire, se trouve est écrite à part. Donc, il ne s'agit pas d'un poème formel, mais mais quand même, nous pouvons voir que ce type-là de chanson a été utilisé de la part des musiciens. Et à gauche, donc nous avons 70 et 72 A et 70 et 74 R. Ça, c'est pour aussi, c'est une autre production pour la poésie ou bien pour les poèmes. Alors, ce que nous pouvons trouver à gauche de 1988 et aussi, par exemple, à droite, nous n'avons pas de date, mais nous pensons qu'il s'agit en fait d'une copie pour ce qui se trouve à gauche. Donc, il s'agissait en fait du début des chansons qui étaient rédigées avec d'autres couleurs à part le noir. Nous pouvons voir qu'il y a des appréciations que nous pouvons utiliser si nous allons le comparer à ce qui se trouve à gauche. Et enfin, nous avons d'autres chansons pour le prophète, mais quand même, nous pouvons trouver. Et il s'agit en fait, de quelques manuscrits qui ont été utilisés de la part des musiciens. Et nous pouvons dire donc qu'il s'agit l'un des cas via lesquels nous pouvons comprendre ce manuscrit et comment il a été utilisé après cela. Donc, nous avons 4, 4, 3, 7. Ici, nous avons une version qui n'est pas formelle ou bien officielle, mais comme par exemple la version que nous venons de voir. Donc, il s'agit d'une version d'un livre et c'est ce que nous connaissons.
c'est l'écriture, c'est une écriture qui a été rédigée en utilisant quelques couleurs. Et il y a aussi l'écriture qui était, par exemple, l'écriture gras. Et c'est connu en fait par aussi l'écriture maghrébi Mujawhar. Alors, la personne connaît qu'il y a vraiment une certaine, très grande valeur pour cette tradition. Et ici, nous avons de, de un autre type. Donc, il y a par exemple quelques paragraphes ou bien quelques strophes musicales. Il y a l'écriture qui est en rouge. Il y a une différence maintenant entre les parties et entre les vers. Et, et de même, nous avons parlé des manuscrits dont nous avons profité et qui ont été utilisés. Nous allons parler maintenant des manuscrits qui étaient considérés comme une sorte de vérification ou bien de ratification et qui étaient vraiment de très bonne qualité et dans lesquels nous pouvons trouver pas mal de couleurs et en utilisant l'écriture arabe Mujawar ou bien l'écriture maghrébi Thuluth Gras. Alors, nous allons commencer maintenant les manuscrits d'une ordre croissante, c'est-à-dire des plus anciennes aux plus récentes. Comme vous voyez, voilà, ça c'est l'un des manuscrits qui date de 1788 et qui se trouve sur des papiers en particulier pour le sauvegarder. Nous n'avons pas l'introduction. L'introduction, nous l'avons perdue. Mais comme vous voyez, nous pouvons voir la fin de l'introduction et, et il y a quand même quelques théories musicales et un arbre, c'est l'arbre musical. Et ici, nous avons l'écriture maghrébi mabsout qui était utilisée en ligne par des couleurs rouges et bleues et aussi, et nous n'avons pas assez de notes marginales. Nous pouvons dire, et donc il s'agit d'un livre pour en fait la documentation et pour se jouir de sa lecture. Et nous avons ici ce mémoire-là. Nous avons quelques exemples et, et ça s'était vraiment répandu en 19e siècle. C'est pour cela que nous n'avons pas assez d'informations sur la culture musicale pendant ce temps-là. Mais entre 1885 et 1800 et après cela 1935, il y avait quelques manuscrits qui comprennent grand nombre de filigranes et de couleurs et aussi des notes marginales, mais quand même, nous ne pouvons pas avoir des notes marginales qui existent ici, mais donc, mais quand même, il y a l'écriture maghrébi Solos qui est ornée et ces manuscrits-là sont projetés dans pas mal de salles d'exposition. Mais comme nous le savons, donc c'est écrit d'une manière qui est vraiment très pertinente.
Nous pouvons voir aussi la filigrane, mais quand même, c'est un peu différent si nous allons le comparer aux autres exemples. Et nous avons aussi quand même un sceau ou bien un cachet que nous pouvons trouver juste au milieu. Et ici, par exemple, de la bibliothèque du Rabat et aussi de la trésorerie de Rabat et de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Alors, donc, il y a pas mal de manuscrits qui ne comprennent pas de notes marginales. Annotation. Et nous avons aussi, par exemple, ici, il y a le cadre et, et aussi la qualité du papier ou bien, est très bonne. Et, et donc, il y a la famille El Beneni qui a fait un don de ce genre-là de manuscrits et qui comprend une variété d'écritures, aussi une variété de couleurs. Et nous avons quand même des décorations tout au long du manuscrit. Donc, en ce qui concerne l'instrument musical, dans la société marocaine ou bien al-ala, donc, y compris par exemple les manuscrits, nous pouvons dire que ce genre-là de musique existe, enfin, de culture existait. Il y avait aussi des statuts sociaux, en fait. Et il y avait un grand nombre de personnes qui ont eu recours à ces manuscrits-là. Et il y avait avec le début du XXe siècle, il y a un grand nombre en fait, de papiers desquels nous pouvons choisir. Et nous pouvons par la suite les copier dans d'autres feuilles, dans d'autres papiers. Et nous espérons qu'il y aura des efforts qui vont être déployés pour sauvegarder tout cela. Et il y a un grand nombre de personnes qui ont pu copier tous ces manuscrits-là sur des papiers de très bonne qualité en ajoutant des décorations et des couleurs. Alors, comme conclusion, nous pouvons comprendre d'une manière plus approfondie ces genres-là de manuscrits et aussi quand même nous pouvons comprendre la valeur commerciale et aussi la valeur sociale de ce genre-là de manuscrits. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Davida, pour cette présentation très riche. Et maintenant, je voudrais présenter Monsieur le docteur Marc Hausler, directeur du Centre d'excellence pour le Moyen-Orient et les cultures arabes à l'Université américaine du Caire. Monsieur Marc est le directeur du Centre d'excellence pour le Moyen-Orient et les cultures arabes des bibliothèques de l'Université américaine du Caire. Il supervise les collections sur le Moyen-Orient et dirige plusieurs projets numériques de l'université. Il travaille depuis de nombreuses années sur les manuscrits islamiques. Il a publié des recherches concernant les papyrus arabes, les débuts de l'imprimerie en Égypte et les manuscrits coraniques. Il s'intéresse principalement à la genèse et à la transformation des textes au fil du temps. Il va parler aujourd'hui des marques de lecture dans les manuscrits koufiques et le Coran moderne imprimé dans l'Afrique du Nord. Maintenant, je vais partager mon écran avec vous. Je pense que vous voyez maintenant mon écran. Voilà.
Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Je remercie les organisateurs de cette conférence qui nous a réunis aujourd'hui. Je remercie Madame Dalia pour les efforts déployés pendant ces derniers jours pour l'organisation de cette conférence. Comme a déjà été dit dans la présentation, j'ai une expérience dans le domaine des bibliothèques. Et donc, je vais présenter mon travail du point de vue des personnes qui travaillent dans le domaine des bibliothèques et de l'édition. Et aussi, je vais parler de la forme de l'imprimerie, des marques de lecture et ainsi de suite. Je voudrais de même parler de plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine des marques de lecture, mais cela avec d'une manière très simplifiée. En fait, cette recherche, cette étude concerne les marques de lecture dans les manuscrits koufiques et mon but, c'est de voir les aspects de ces manuscrits et comment nous avons étudié ces manuscrits dans le monde moderne ou bien le monde contemporain ou bien dans les recherches récentes. En fait, un des aspects très importants, je vais mentionner la présence des marques de lecture dans les imprimeries récentes, surtout des copies du Coran au Nigeria. Je vais parler aussi du rôle de ces marques pour la propagation de l'enseignement. Je vais parler des marques de lecture et puis je vais donner quelques exemples. Après cela, je vais parler des manuscrits arabes et leur continuation dans l'ère moderne. Donc, quelles sont les marques de lecture? Mon but aujourd'hui, c'est de définir les marques de lecture. Ce sont les marques qui se trouvent dans le texte et aussi les marques décoratives ou bien les marques, c'est-à-dire les points qui se trouvent sur les lettres, par exemple, qui fait la différence entre del et del et entre damma et kasra. Et aussi les signes de vocalisation, les points qui se trouvent sur les lettres, les signes des arrêts. Voilà, ce seront les marques dont je parle. Je dois dire que ces marques de lecture peut être un de ces types ou bien tous ces types. C'est pourquoi j'ai voulu mentionner tous les types qu'on peut trouver dans un texte. Voilà, vous voyez devant vous une image quand le comité arabe du roi Fouad qui a publié les signes diacritiques pour la lecture du Coran. Il y avait à la fin les marques de lecture où ils ont mentionné toutes les marques utilisées en publiant ou bien en imprimant la copie du Coran. Tous ces aspects se voient ici dans la copie et qui peuvent être utilisés pour lire le Coran. Ces marques étaient considérées comme des marques essentielles et standardisées. Plusieurs personnes aujourd'hui connaissent ces marques et les voient dans les copies du Coran qui ont été imprimées avec l'avènement du roi Fouad. Comme j'ai déjà mentionné, plusieurs de ces aspects
vous les connaissez déjà. Par exemple, il y a ici une chose nouvelle, ce sont quelques marques que peut-être vous ne connaissez pas très bien. Par exemple, vous pouvez trouver des difficultés à lire ces textes parce que la forme des lettres est différente de la forme que vous connaissez. Ce manuscrit n'a pas des marques de lecture qui aident à la lecture du texte. Et le rôle des points sur les lettres et des tirets, vous ne pouvez pas reconnaître la lettre ici. La forme de la lettre traditionnelle que vous connaissez n'est pas la même ici. Mais ça donne une idée des sons. Et si vous ne trouvez pas de tiret, et aussi les signes de liaison entre deux lettres. Vous voyez ici le alif au début de la phrase. Vous voyez le point rouge qui se trouve sur le B, c'est pour Dhamma, mais le point rouge sur le del, c'est pour la fatha. Donc, l'utilisation des points rouges pour renvoyer à des signes diacritiques ou bien des signes de vocalisation sont différentes, mais elles se trouvent dans plusieurs manuscrits arabes qui remontent au 18e siècle. En fait, ces points rouges ont été utilisés dans les papyrus et c'est un type de signe de vocalisation pour faire la différence entre plusieurs sons et pour faire la différence entre plusieurs mots. En fait, nous avons utilisé ces points dans plusieurs autres textes arabes, autres que le Coran, même si l'écriture sur les papyrus et les autres supports, ces points rouges se trouvent dans plusieurs manuscrits remontant au 9e et 10e siècle, dans des manuscrits qui se trouvent dans les fonds de l'université de Cambridge. Il est très important l'utilisation de l'écriture koufi ou bien l'écriture koufique. Donc, il est très important de mentionner cela a été mentionné dans les travaux de Roche qui ont été publiés en 2016 et qui dépendent des travaux de Yassine Doughton, publié en 1999, qui a parlé de l'utilisation des points. Doughton a observé qu'il y a une tendance à l'utilisation des points, mais il n'y a pas une utilisation unifiée des couleurs. Il a mentionné donc qu'il y a des copies du Coran qui ont été publiées au Kenya et qui utilisent encore jusqu'à nos jours les points colorés qui diffèrent selon la région. Donc, le Coran à Damas, mais l'utilisation des points a commencé dans le Maroc islamique et dans l'est du Maroc. Et l'utilisation de ces points dans quelques copies du Coran, Palermo Coran, ou bien le Coran de Palermo, parce que beaucoup de codes ne sont pas disponibles aujourd'hui. Ces codes sont relatifs à une certaine zone et un certain temps de l'histoire. Il y a quelques chercheurs de l'Andalousie qui ont contribué à l'écriture du Coran. Voilà quelques sources arabes
كتاب المكني في نقل المصاحف Voilà, ce sont les sources arabes pour l'écriture du Coran ou bien des manuscrits coraniques. Donc, il y a aussi l'utilisation des points récemment et dans les ères anciennes, il y a quelques confusions parce qu'il n'y a pas de code unifié pour l'utilisation de ces points, mais de point de vue général, il y a des études approfondies de l'utilisation de ces points. Il n'y a pas une utilisation répandue de ces points dans les manuscrits. Il n'y a pas de code pour l'utilisation de ces points. Ici, les marques de lecture à travers les points se trouvent dans Sotheby's. Il y a la shadda, un des signes de vocalisation. Vous voyez la shadda qui est sous la forme d'un semi-cercle, d'un demi-cercle. Voilà ici le soukoun. Vous voyez, c'est un tiret rouge, un tiret horizontal. Et aussi, vous voyez la hamza et le point sur le tiret. Donc, l'utilisation de la hamza, de l'arrêt et de la hamza, de la liaison. Vous voyez la couleur jaune et la couleur bleue. Et vous pouvez aussi voir Allah avec Aleph de liaison. Et je vais retourner une autre fois à ce point dans quelques minutes. Donc, bien sûr, il y a plusieurs exemples de l'Afrique du Nord dans l'utilisation de ces marques de lecture qui remontent au Xe siècle. Donc, c'est une preuve de la continuité. Et quand on parle de ces manuscrits, par exemple, vous voyez comment ces instructions anciennes ont continué dans les pratiques modernes en Afrique. L'utilisation donc des manuscrits koufiques était répandue au Maghreb, au Maroc. Quand on parle des marques de lecture qui sont restées dans quelques manuscrits et la hamza était colorée toujours en couleur jaune. Vous voyez ici dans l'écriture du Coran, vous voyez la hamza avec une couleur jaune et un tiret horizontal rouge. L'utilisation des couleurs n'a pas continué pour plusieurs années dans la plupart des zones géographiques de l'islam. On écrivait toujours avec la couleur blanche ou noire et cela dépend de la lecture de Hafs et aussi la lecture de Warash via Nafi'. Ces copies contiennent beaucoup de marques de lecture et de marques de récitation. Vous voyez comme devant vous Ad-Duha, le mot. Vous voyez un point rouge qui diffère des autres marques d'écriture qui représentaient Fatha ou autres signes de vocalisation. Il y a aussi quelques pratiques nationales ou bien locales. Je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez cette copie du Coran que j'ai acquérie à la bibliothèque nationale de l'Égypte au Caire. Le cheikh Meher Sharif Balal Kanawi al-Ghobari al-Qadri, décédé en 2007. J'ai pas connu
beaucoup d'informations sur sur la biographie de cette personne, mais j'ai trouvé seulement cette photo. Et ce sont toutes les informations que j'ai pu connaître de l'éditeur. Si vous avez d'autres informations concernant cette personne, s'il vous plaît, contactez-moi. C'est un cheikh de Cana. Cette copie a été imprimée en Égypte, dans la maison Qubeh, en 2007. Après l'approbation d'Al-Azhar, elle représente une tradition ancienne de l'écriture de l'imprimerie du Coran. Elle diffère de l'écriture traditionnelle. Vous voyez en couleur rouge, vous voyez le texte et le nom de la sourate en rouge et les hamza en vert et en jaune. Donc, vous voyez une différence des signes ou bien de la ponctuation. Et ça diffère aussi de l'écriture kofite. C'est la hamza de la liaison au 19e siècle qui constituait un point rouge. Mais ici, nous voyons une couleur différente pour la hamza de wasl ou bien de liaison. Vous voyez le alif et un point avec un tiret rouge qui donne la prononciation de la lettre. Comme vous voyez devant vous un point noir, vous voyez, c'est une photo plus claire. Il y a un point vert sous la hamza. Voilà, hamza avec kasra. Vous voyez sur Surat al-Alaq, vous voyez un point vert qui représente hamza de liaison parce que vous voyez avant le dam, vous voyez aussi un tiret au milieu de l'alif. Ce sont des marques très anciennes qui remontent au Xe siècle. Et on la nomme Jarra Silata. Récemment et anciennement, on la nomme Soukoun. Donc, il y a une relation entre ces marques et les marques de liaison. Ça a donné une confusion, bien ça a causé une confusion. Bien sûr, il y a une continuité de l'utilisation des marques de lecture dès les ères anciennes, mais il y a une preuve de la conservation de ces marques anciennes. Ce sont des marques de lecture des textes islamiques. Et cela veut dire que les traditions locales africaines de l'écriture du Coran varient d'un lieu à l'autre, plus qu'on le peut l'anticiper. Nous pouvons dire que voilà, le Coran s'écrit d'une telle manière, d'une même manière comme celle que nous voyons ici en Égypte, mais bien sûr, après sa présentation, nous avons vu qu'il y a des traditions compliquées et très différentes. Les traditions locales sont très importantes et conservent les marques anciennes. C'est pourquoi le dernier point de ma présentation, c'est la publication, la dissémination des copies imprimées du Coran. Bien sûr, la publication de masse peut-être, ou bien la production de masse peut avoir un effet négatif parce que ces copies peuvent être répandues à travers le monde, mais pas à travers une production de masse, bien sûr. Il y a une menace de la part de cette production de masse d'avoir un effet négatif sur les traditions locales des marques de vocalisation ou bien des signes de vocalisation et des marques de l'écriture et peut
entraîner à la disparition complète de ces traditions. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer vos questions sur mon adresse mail. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation très riche, très intéressante, qui discute d'un autre aspect compliqué de la relation entre le manuscrit et les livres imprimés. Maintenant, nous passons à notre dernier intervenant qui aura une présentation très intéressante, Dr Wadi Agounine. Il est professeur-chercheur au Centre des sciences et de l'urbanisme pour les études et les recherches et la renaissance du patrimoine sahraoui à la Rabita Mohammedia des Oulémas au Maroc, Rabat. Il est membre du laboratoire d'études religieuses, des sciences cognitives et sociales de la faculté des lettres et sciences humaines de Fès. Il se prépare à soutenir une thèse de doctorat à l'université de Sidi Mohammed bin Abdullah à Fès. Il a aussi encadré un ensemble de séminaires organisés par le Centre des sciences et de l'urbanisme pour les études et les recherches et a participé à de nombreux séminaires, notamment le Forum international des cultures africaines au Maroc. Il a plusieurs publications, parmi lesquelles nous avons le livre de l'essence des conseils du SOUS. Je vous donne la parole, monsieur. Salam alaikum, je vous remercie infiniment. Au début, donc je voudrais saluer et je suis vraiment ravie d'être membre de cette conférence internationale en ce qui concerne les manuscrits qui sont écrits en lettres arabes en Afrique. Je tiens aussi à remercier tous les contributeurs et les organisateurs de cette conférence, surtout le Centre des manuscrits à la bibliothèque. Et je remercie Madame Dalia. Et aussi, je tiens à remercier Madame Maria, qui est la modératrice de cette séance. En fait, je vais même mon introduction, ma présentation est intitulée Les manuscrits amazighs et l'écriture arabe au sud du Maroc entre l'identification et la créativité. Donc, je vais vous parler des manuscrits amazighs dans cette zone géographique et quels sont en fait les et je vais vous parler de quelques glossaires ou bien de et vers l'amazigh et langue amazigh. Et je vais vous donner quelques exemples de quelques lettres qui sont en relation avec la langue amazigh. Donc, permettez-moi de projeter ou bien de partager avec vous ma présentation. Alors, si nous allons parler des manuscrits amazigh qui est écrit en lettres arabes, donc va susciter un grand nombre de polémiques ou bien sur le niveau culturel, scientifique, géographique et historique. Et il y a bien sûr des études qui ont pu avoir des résultats concernant ce point-là. Alors, le manuscrit amazigh a un document qui est vraiment très important pour la culture. Et tout cela s'est confirmé via la variété des thématiques et les genres aussi de connaissances. Donc, c'est à partir de ces domaines-là et de ces thématiques que nous pouvons en fait
citer l'histoire, le voyage, la biographie, la légende, les biographies, la doctrine, les questions émergentes, la prédication, les commandements, les supplications, les latrines, l'astronomie, la chronométrie, l'astrologie. Et aussi, bien sûr, il y a les poèmes, les chansons folkloriques, les lyriques et les strophes. Et nous avons aussi les mécanismes ingénieux comme la mécanique et la médecine. C'est Asus était vraiment très intéressé par la lettre arabe. Donc, comme vous voyez, ça, ce sont des genres que nous pouvons voir d'écriture qui concernent la langue amazigh, écrite en langue par la lettre arabe. Donc, nous pouvons trouver qu'il y a des savants qui ont mené des études ou bien qui ont dans plusieurs domaines. Et donc, nous avons ici quelques manuscrits qui sont en relation avec les dictionnaires ou bien les glossaires. Donc, nous avons, par exemple, le dictionnaire des noms, le dictionnaire aussi des termes arabes. Euh, alors, nous avons le glossaire arabe amazigh de Abdullah ibn Mubarak et nous avons Mu'jam al-Hilali qui est arabe amazigh et nous avons As-Sir al-Sa'ada bil-Husna wa Ziyada et nous avons Mu'jam aussi al-Martini et nous avons Manzoum Lughat al-Shuluh. Et c'est donc, il s'agit d'un poème ou bien d'une poésie, d'un poème pour faire comprendre les mots en langue amazigh. Et nous avons Al-Majmou' al-La'iq ala mashkal al-Wathaiq, le Omar ibn Abid Allah al-Nafisi. Donc, nous avons un autre livre, d'autres ouvrages qui sont en relation avec la langue arabe et al-Shalha. Nous avons aussi un glossaire en langue amazigh, arabe amazigh pour les termes médicaux. Nous avons encore, bien sûr, une autre version de ce livre-là. En ce qui concerne les livres traduits de l'amazigh vers l'arabe et vice-versa. Nous pouvons trouver, bien sûr, qu'il y a un grand nombre de livres qui ont été traduits. Nous avons, par exemple, Tarjama Matn al-Ujrumi ila al-Amazighiyya. Et nous avons la traduction amazigh de El-Borda. Et c'est un poème qui a été connu sur le niveau international et qui a été traduit vers la langue amazigh. Et ça est pour titre Talqih al-Sudur bi Mawaris al-Surur. Nous avons aussi une autre œuvre pour Ibrahim ibn Muhammad al-Masi bil-Shilha. Et aussi, nous avons Mutarjim al-Muqna' ila al-Shalha. Aussi, c'est un livre qui concerne l'astronomie. Et nous avons l'histoire de Fatha Afriqiya ou bien de l'Ifriqiya. Donc, à partir de ce que nous avons mentionné maintenant, alors donc, il s'agit bien sûr des glossaires et des dictionnaires et comment peut-on vraiment les traduire de l'arabe vers l'amazigh et le contraire. Alors, donc, nous avons deux objectifs. Tout cela, ça, c'est pour un objectif éducationnel et l'autre pour la documentation. L'objectif éducationnel ou bien l'objectif
c'est que le fait que nous essayons de rapprocher bien sûr, les termes médicaux, ou les termes scientifiques aussi, et il y a une certaine tentative d'enseigner les principes de la religion musulmane. Mais en ce qui concerne l'objectif de documentation, donc, c'est qu'il y a un grand nombre de manuscrits dont les propriétaires ont essayé de les traduire de d'autres langues vers la langue amazigh. Et tout cela, c'est pour documenter, bien sûr, ce mémoire scientifique. Par exemple, la traduction Al-Muqni' fi Ilm al-Falaq qui a été traduit vers la langue amazigh. Ça, le traducteur doit avoir une connaissance parfaite de tout ce qui concerne ce genre-là de science. Donc, il s'agit bien sûr de la transmission de la connaissance vers la langue amazigh. Et, et c'est la même chose aussi concernant pour la poésie ou bien le poème de la Al-Burda du poète Al-Bouassiri, qui est un poète égyptien. Comme vous voyez, il s'agit maintenant donc d'une version du poème Al-Burda. Et comme vous voyez, le traducteur euh, donc, essaye de faire comprendre cela et après cela, il l'a traduit vers l'autre langue. Quand vous voyez Amitazak Juran, Bikhet Teslamu, donc il a été traduit vers la langue amazigh. Alors, donc, vous pouvez voir un autre exemple d'un livre qui explique tout ce qui est en relation avec l'astronomie de Abdullah ibn Abi Bakr. Donc, et ça a été rédigé en 1779. C'est en relation avec l'astrologie. Et après cela, je vais aborder avec vous dernièrement, c'est la lettre arabe dans le manuscrit amazigh. Donc, l'amazigh respecte bien sûr tout ce qui concerne les principes de la langue arabe et surtout la lettre arabe. Tout ce que nous pouvons trouver comme type de manuscrits sont écrits en lettres arabes. Mais surtout ce qui en fait caractérise la lettre arabe dans les manuscrits de Sousse et le fait qu'il y a bien sûr par exemple une phrase et nous avons par exemple la lettre Za qui peut être lue par exemple comme Dad avec 3 points, soit au-dessus, soit au-dessus, ou bien au-dessous, comme par exemple Tezlit, qui veut dire la prière dans la langue amazigh, ou bien Nazira, qui veut dire nous avons vu. Donc, nous pouvons trouver ici 2 types de manuscrits. Donc, nous pouvons trouver cette lettre-là. Donc, Za. Donc, nous pouvons, c'est comme la lettre Sad avec 3 points au-dessus. Donc, c'est-à-dire la prière. Donc, si après cela, il y a la prière sur le prophète. Et nous, concernant le deuxième mot, nous pouvons voir Ashku Nesor. Donc, ça c'est la lettre Za, c'est transformé en Sad avec 3 points au-dessous. Donc, en haut, nous avons 3 points au-dessous. Ici, il y a 3 points qui sont en dessous. Donc, donc il y avait un grand nombre de scientifiques ou bien de savants qui ont travaillé sur la traduction de ce verbe, de ce livre-là. Et donc, cela veut dire qu'il y a une certaine
relations entre toutes ces régions-là, par exemple en Égypte et aussi au Maroc, au sud du Maroc. Et nous avons par exemple la lettre Kaf, parce que donc la lettre Kaf, ça peut être aussi Ga. Donc, cette lettre là, par exemple, peut aussi avoir 3 points. 3 points. Donc, à titre d'exemple, nous avons Aika et Gis, comme nous allons les voir ici, le GAF ou bien CAF. Donc, nous avons 3 points qui se trouvent au-dessus et dessous. Mais ici, nous avons 3 points qui se trouvent sur le CAF. Alors, donc, le manuscrit, c'est le manuscrit Sharh Aznak fi Ilm al-Tasawwuf wa Tarbiyat al-Nafs. Et le deuxième, c'est du manuscrit concernant de faire louange au prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Alors, donc, voilà, ça c'était l'histoire de la lettre arabe au sud du Maroc, surtout à Sousse. Donc, en fait, tous les manuscrits qui ont été découverts ont traité plusieurs types d'art, de sciences. Et il s'agit bien sûr d'une certaine documentation. Les objectifs de ces manuscrits étaient pour un but éducationnel ou bien pour un but de documentation. Il faut bien sûr les traduire par la suite pour avoir plus d'informations. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation très intéressante. Nous pouvons passer maintenant à la discussion avec les intervenants et les participants. Je peux lire les questions qui nous sont parvenues par le chat, par les participants à cette conférence virtuelle. La première question à Madame Bang. Il est très important de voir la Pandera utilisée dans plusieurs régions au Nigérian et la Kadiria et aussi les voix soufis. Et cela depuis plusieurs années. Et nous utilisons toujours ces tambours. Est-ce qu'il y a des preuves de la présence de ces instruments dans les manuscrits de cette période? Je ne pense pas que je puisse répondre à cette question. L'utilisation de ce type de tambour normalement était considérée comme une partie des cérémonies dans les cultures islamiques différentes, mais je pense que qu'on a utilisé ce type de tambour avec les Alaouites, les Qadiriya et les Chadhiliya. Et je pense qu'on a utilisé aussi ce type de tambour à l'ouest de l'Afrique. Je pense que c'est très important. C'est une piste de recherche qu'on peut, c'est-à-dire approfondir dans les années à venir, mais je n'ai pas une réponse précise à ce moment. Une autre question pour vous, madame. Donc, la question est la suivante. Dans l'Est de l'Afrique, je ne sais pas pourquoi on ne s'intéresse pas au continent africain en ce qui concerne les manuscrits. Il y a plusieurs manuscrits écrits en lettres arabes ou ajami dans cette région et
qui ont été transmis parfois, transmis à d'autres régions comme la Somalie, le Zanzibar. Et je pense qu'ils sont présents aujourd'hui en Somalie. La plupart des informations concernant ces manuscrits et cette région peut-être ne sont pas disponibles. Je pense que c'est un commentaire et ce n'est pas une question. J'ai vu cette question et je pense que c'est une question très intéressante. Ce que vous avez mentionné, c'est un point essentiel. Nous pouvons entrer en contact l'un avec l'autre parce que aujourd'hui, nous essayons de faire un archivage des manuscrits africains d'une manière correcte. Et je pense que je n'ai pas parlé du continent africain, mais j'ai pensé qu'il y aurait une introduction ou bien une présentation concernant ce domaine. Nous pouvons parler de plusieurs sujets concernant cette région. Bien sûr, il existe plusieurs manuscrits et en particulier les relations de ces manuscrits avec le Nord comme Brava et la Somalie. Et j'avais anticipé ou bien je m'attendais à voir cette présentation, mais je ne suis pas très surprise de cette question. Cela veut dire que nous devons entrer en contact avec la personne qui a posé cette question pour qu'on puisse mettre le continent africain ou bien au centre des études que nous allons mener dans le futur. En ce qui concerne une autre question posée à Dr Davila, la question concerne les manuscrits dont vous avez parlé. Quels sont les points essentiels du point de vue politique et social que vous pensez qu'il existait dans l'histoire marocaine et qui existait dans ces manuscrits? Ces manuscrits sont anciens et ont une relation avec des traditions anciennes et ne reflètent pas les changements sociaux et politiques avec leur contenu. Mais bien sûr, il y a des preuves que n'importe quel facteur musical qui se trouvait dans l'Afrique du Nord ou bien en Andalousie jusqu'au XVe siècle, il y a des preuves de l'existence de ces traditions et des transmissions de ces traditions au peuple, surtout les personnes qui ont un statut important dans la société. Et puis après cela, les traditions sont transmises au grand public et elles représentent un facteur essentiel de l'identité de ces peuples dans plusieurs régions. Quelques-unes de ces traditions étaient transmises de l'élite ou bien de l'élite jusqu'à une classification des élites à d'autres classifications après cela ou bien d'autres classes sociales. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui entourent la chanson ou bien les paroles et les vers, les mots qui ont été utilisés dans les chansons. Nous ne connaissons pas d'exemples précis pour cela, mais bien sûr, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de développements que nous avons pu voir et observer à travers ces manuscrits. Il y a une autre question à Madame Bang. Cette question concerne la publication du livre, le livre que vous allez publier, la partie qui concerne la culture africaine. Il vous pose une question concernant votre livre ou bien le livre à paraître. Je pense que je dois dire que je me prépare à publier ce livre. Et en ce qui concerne les personnes qui connaissent déjà le processus de publication de ce livre, il devait avoir l'arabe, la swahili ajami, le swahili moderne.
Ça serait le livre comprendra ces 3 langues. Bien sûr, c'est un processus compliqué. Et ce que nous faisons actuellement, c'est l'ajout de la partie concernant l'arabe, la langue arabe, et nous espérons terminer ce travail et ce projet avec réussite. Nous allons répartir le livre en 3 parties, arabe, swahili et swahili moderne, dans 3 volumes différents. Et nous avons l'intention de le publier en 2024, mais je pense que ça serait très difficile et j'espère réussir à faire cela. Donc, bien sûr, c'est une question très difficile, oui, mais je vous remercie beaucoup pour la question posée parce que vous m'avez permis de parler de mon projet. Oui, maintenant, je suis obligée à publier le livre en 2024. Oui, merci beaucoup. Nous avons 2 autres questions posées à Monsieur Davila. La première question, l'utilisation de l'instrument musical pour la classification sociale au Maroc, ou bien les classes sociales, le statut social. C'est très compliqué pour ce qui est du statut social. Moi, je n'ai vu aucune documentation. Excusez-moi. Je voudrais reformuler la réponse. Je pense que l'instrument musical a été documenté d'une manière adéquate jusqu'au début du XXe siècle. Et il me paraît que nous n'avons pas beaucoup de manuscrits qui s'intéressent à cet égard ou bien à ce sujet, mais je peux dire que la culture des manuscrits concernant l'instrument musical est très riche et contient beaucoup d'exemples et de modèles, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'exemples pour le Rernati ou bien la Grenade, parce que c'est un peu différent en Algérie qu'en Andalousie. Il y a 3 types différents ou bien 3 modes différents. Je pense donc que les manuscrits, à la fin, ou bien en fin de compte, diffèrent par la différence de leur forme uniquement. Et nous avons quelques manuscrits qui remontent jusqu'au 19e siècle en Grenade. Et donc, il y a plusieurs modes d'écriture de manuscrits qui n'avaient pas la même importance et qui n'avaient pas le même soutien du gouvernement à ce moment-là, comme c'était le cas avec l'instrument musical, ou bien l'instrument musical a été utilisé depuis plusieurs siècles pour refléter un certain statut social. Et de même, la musique formelle et classique à ce moment-là, la Grenade et le reste de l'Algérie, nous y voyons plusieurs théâtres, petits théâtres, où il y avait des présentations à ce moment-là. Et à l'âge moderne, le gouvernement a exploité cela pour conserver cette culture, mais on n'a pas pu les conserver comme c'était le cas au Maroc. Nous avons des centres de conservation de culture au Maroc qui s'intéressent à ce point et à ce sujet. Il y a aussi plusieurs ateliers, plusieurs stages qui s'intéressent à ce sujet. Nous voyons donc une différence entre le Maroc et l'Algérie pour ce qui est de la conservation de ces manuscrits, de la sauvegarde de ces manuscrits, surtout les efforts déployés par les gouvernements. Deuxième question, Monsieur Karl, concerne les manuscrits Piro, Yanji, Sissou, voilà, en encre bleue à gauche, dans la marge gauche. Quelle est cette langue et à quoi ça indique quoi? En fait,
le copiste l'a écrit. Ça fait partie de l'ère. Il y a un commentaire ou bien une question pour Dr. Mosler. Plusieurs personnes veulent parler après la séance. Nous pouvons discuter ensemble et parler des commentaires qui concernent votre présentation. Ils ont publié ou bien ils ont partagé leur adresse mail parce qu'ils veulent entrer en contact avec vous, monsieur. Il y a une autre question à Dr. Agounine. Les manuscrits, vous avez quelques sons arabes, comme par exemple les 3 points qui se trouvent dans l'histoire. La personne pose la question, est-ce qu'il y a un changement temporel de ces sons berbères dans les manuscrits anciens où il y avait les 3 points sur les lettres? Est-ce que ça se trouvait seulement dans les manuscrits anciens? Je vous remercie. Donc, à ma connaissance, les manuscrits anciens et nouveaux, les 3 points qui se trouvaient dans les manuscrits amaziques avaient une certaine forme. Comme j'ai présenté, voilà, c'est un modèle. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Nous avons par exemple la lettre Zoi, Mufakham, Dha, c'est-à-dire c'est un son grave. En amazique, c'est prononcé comme Dha. Et nous avons une expression avec les 3 points en ce qui concerne le zaï léger. Nous voyons comme vous voyez, c'est comme la lettre arabe traditionnelle, le zaï. Parce que la prononciation dans la langue amazique, dans les deux mots izrik ou bien izri, la différence c'est dans l'aggravation du harf zaï. Si c'est allégé ou bien si c'est aggravé, ça reflète 2 sens différents. En ce qui concerne les manuscrits, d'après nos études, cette tradition a continué jusqu'à un temps très récent. Comme le modèle que je vous ai montré, ça peut être considéré comme moderne. Il n'est pas très ancien. Merci. Nous avons ensuite une autre question à professeur Beng qui concerne les pratiques des manuscrits avant le 19e siècle. Il y avait quelques signes arabes. Donc, la réponse claire qu'il y avait un type d'impact environnemental sur ces manuscrits. Nous n'avons pas un grand nombre de manuscrits qui remontent au 19e siècle et cela veut dire que la tradition de l'écriture en lettres arabes existait à ce moment-là. Et aussi à cause du rapprochement avec l'Arabie saoudite, cela veut dire qu'il y avait
c'est-à-dire un achat, une vente et des activités de copie locale de ces manuscrits. Il y avait aussi des circonstances environnementales qui ont eu cet impact et qui a donné ce nombre très limité de manuscrits qui ont survécu. Bien sûr aussi les compétences limitées de la copie de ces manuscrits. Je pense que il y a eu une détérioration environnementale des manuscrits mentionnés. Nous avons une autre question ou bien une autre réponse. J'ai jeté un coup d'œil sur ma présentation. En fait, les manuscrits et les copies des manuscrits par exemple l'écriture marginale, Étienne Batissou, c'est une présentation Je pense donc que la question que vous avez posée, vous avez mal écrit le mot et bien sûr, c'est un mot qui a été écrit dans la marge comme vous avez déjà mentionné, mais vous avez mal écrit le mot. Moi, j'ai une question à poser. Toutes les présentations et les interventions concernent la relation entre les textes amazighes qui ont été traduits à partir de l'arabe et aussi à partir de Swahili et aussi les textes écrits en arabe dans l'est de l'Afrique. Il y avait aussi des modèles qui remontent à des textes arabes écrits en marge et qui ont été transmis. Je voudrais connaître plus d'informations concernant ce sujet, s'il vous plaît. En fait, je suis complètement d'accord avec vous. C'est une question intéressante et on peut tous, comme intervenants, donner une réponse générale. Bien sûr, la langue arabe, comme vous avez dit, et les textes arabes ont été écrits ou bien copiés dans l'est de l'Afrique et ont été transmis ultérieurement. Et aussi dans la région Swahili, il y a beaucoup de modèles qui ont été traduits et qui ont passé de Swahili au Soudan, par exemple. Et après cela, à l'Arabie saoudite et aussi de l'Indonésie, à l'est de l'Afrique et vice-versa. Nous pouvons parler d'autres formes. Il y a des fonds qui sont considérés comme des fonds mondiaux ou internationaux et se trouvaient ou bien qui remontaient à la première ère de l'imprimerie et cela à l'est de l'Asie. Nous avions des objets d'imprimerie à bon marché. Nous avons des modèles de ces ouvrages imprimés, mais qui ne sont pas disponibles ni en Arabie saoudite ni en Égypte. Mais il y a un modèle ancien de la transmission de ces manuscrits. En fait, il y a plusieurs modèles de manuscrits qui a des origines au Yémen ou bien à Hadramaut.
et qui sont transmis maintenant à le sud-est de l'Asie, puis qui ont été transmis à l'est de l'Afrique, mais la propriété essentielle ou bien la propriété originale peut remonter, ou bien la connaissance de la propriété essentielle peut nous donner des idées ou bien une idée de la source essentielle de ces manuscrits. Je voudrais aussi savoir l'opinion des autres intervenants. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, un autre point? Il y a un côté qui concerne ces manuscrits. En fait, je veux poser la question à Madame Bang. Si vous connaissez l'origine des manuscrits, je pose cette question parce que un de mes collègues, moi et avec un de mes collègues, nous avons trouvé une relation entre un manuscrit contenant un cachet un cachet dans la marge et il y avait un papier utilisé au Maroc et selon mon collègue, il y avait un type de papier utilisé au Yémen, dans des archives au Yémen. Cela nous fait retourner à cette question: qui produisait ce type de papier? Est-ce que c'était des types qui se trouvaient dans plusieurs pays, des types semblables de papier qui se trouvaient dans plusieurs pays? En fait, je ne suis pas un spécialiste pour répondre à cette question, mais peut-être un des assistants qui ont travaillé dans ce domaine peuvent nous donner une réponse à cette question parce que mon travail concernait les manuscrits au XXe siècle, donc les manuscrits et l'imprimerie. Comme j'ai déjà mentionné, Il y a des projets qui concernent la recherche scientifique dans ce domaine. Mais sur le plan personnel, en fait, je ne suis pas experte en ces matières, en cette matière. Alors, donc, je pense que nous devons avoir recours à une certaine approche et aussi le fait d'avoir partagé ces types-là de livres. Donc, vraiment, c'est très, très intéressant. Alors, les organisateurs nous disent maintenant que le temps presse. Donc, je voudrais remercier à la fin tous les intervenantes d'aujourd'hui et tous les contributeurs d'avoir présenté leur présentation qui était vraiment aussi fructueuse et enrichissante lors de cette session. Donc, cette session était vraiment très riche en informations. Je vous remercie infiniment. Alors, donc, nous sommes à la fin de cette séance, notre session. C'est notre premier jour de cette conférence et maintenant, je donne la parole à Dr. Medhat Aïssa. Donc, je vous remercie infiniment, Dr. Maria Rosso. Alors, si vous me le permettez, donc nous allons terminer aujourd'hui, c'est notre première journée et permettez-moi de poser une question à Dr. Wadia
Ajouni, l'un des intervenants de cette session, en ce qui concerne le manuscrit Amazigh. Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence pour la lettre arabe sur le plan régional, le plan géographique, si nous allons le comparer par exemple à la langue amazigh? Donc, si par exemple nous pouvons dire, est-ce que la langue amazigh au Maroc du Sud, au sud du Maroc, c'est différent si par exemple nous allons l'utiliser selon les traditions, par exemple en Libye ou bien les oasis ou bien par exemple en Algérie. Alors, donc, il y a une différence concernant l'utilisation de la lettre arabe si jamais nous allons nous exprimer ou bien nous voulons exprimer cette langue amazigh. Alors, je vous remercie infiniment, monsieur. Donc, c'est une question qui est vraiment excellente selon mon point de vue et les traditions donc, qui sont vraiment omniprésentes dans le manuscrit amazigh, surtout le manuscrit Sousse, et est en relation avec la prononciation de quelques lettres. Donc, par exemple, comme je l'ai mentionné, avec la lettre Zay et la lettre aussi Kaf et la lettre Gim. Donc, 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 par exemple, nous pouvons trouver la lettre Kaf sous forme de la lettre Gim avec 3 points au-dessous. Alors, donc, voilà, ça, c'est la tradition. Donc, je pense que la différence, ça va être dans les différents accents. Euh, Par exemple, c'est bien sûr que l'accent à Sousse, c'est pas comme l'accent que nous pouvons trouver dans le reste du pays. Donc, c'est pour cela que nous pouvons trouver cette différence. Alors, je vous remercie infiniment, Docteur Wadia. Alors, en fin de notre première séance qui s'est tenue aujourd'hui et nous avions ravi de parler de toutes les traditions historiques de l'écriture de la lettre arabe dans les langues africaines, alors que cette session qui a été modérée par Amaria Russo. Je tiens à remercier Anne Beng, Carl Davila, Marc Moholus et Wadia Agonine. Donc, parce que vraiment, toutes les interventions que vous avez données ont suscité pas mal de questions qui ont essayé de combler les lacunes sur lesquelles nous nous sommes basés pour avoir une certaine vision concernant la tenue de cette conférence. En fait, c'est une conférence pour les manuscrits en lettres arabes. Donc, quand nous avons pensé à la tenue d'une telle conférence, nous avons pensé à pas mal de polémiques, à pas mal de problèmes concernant le fait de ne pas avoir accès facilement de tels manuscrits ou bien la difficulté de progresser dans des projets concernant cette thématique, mais nous étions vraiment en mesure par la fin de cette conférence, nous allons répondre à pas mal de questions et nous allons vraiment faire un certain soutien pour cette thématique. Deuxième fois, je vous remercie infiniment et je tiens à inviter tous les intervenants et tous les participants et toutes les personnes qui nous suivent d'être avec nous demain parce que nous allons continuer notre conférence à 13h heure de l'Europe de l'Est. Je vous remercie infiniment.